Approchez. Bienvenue dans les 50s. Et qui dit 50s dit ère atomique. Et nous sommes justement aujourd'hui dans l'un des lieux symboliques de l'énergie nucléaire, de la puissance nucléaire, puisqu'il s'agit à la fois de l'un des premiers réacteurs à avoir produit de l'énergie électrique, mais aussi du premier réacteur surgénérateur de l'histoire. Son nom, EBR-1, pour Experimental Breeder Reactor No. 1, puisqu'il s'agit du premier. Et aujourd'hui, je vous invite à me suivre pour en faire le tour et le découvrir ensemble. Nous nous situons ici dans l'espace, dans le hangar principal, et derrière moi, vous voyez bien sûr ici le cœur du réacteur, protégé et isolé de l'environnement par son enceinte de béton et de briques. Et là, en hauteur, le poste de commande. Et c'est par ce poste de commande que nous allons commencer notre visite. Derrière moi, vous voyez la salle de contrôle, où étaient présents en tout temps deux opérateurs. Un qui s'occupait de gérer le réacteur directement sur ce panneau. D'ailleurs, vous voyez le bouton rouge d'arrêt d'urgence. Et l'autre qui surveillait la température des liquides de refroidissement. Tous ces équipements, bien sûr, datent des années 50. Alors ici, je me situe au-dessus du réacteur et était représenté ici l'un des cœurs de réacteur qui pouvait être utilisé. Alors ce cœur de réacteur est composé en fait d'assemblages de combustibles hexagonaux comme ceci, dont certains ici sont représentés. Chacun de ces assemblages contient 60 crayons. Les crayons, c'est ces petits tubes ici de métal qui contiennent les pastilles d'uranium. On comprend mieux en regardant ce schéma en coupe du même cœur de réacteur que précédemment. Avec au centre une zone fissile composée d'assemblages de crayons contenant de l'uranium fortement enrichi. Cette zone fissile du cœur était entourée d'une couverture contenant, elle, des crayons remplis d'uranium appauvri, donc d'uranium-238, qui permettait de produire le plutonium par irradiation. Et en fait, ce cœur de réacteur était lui-même entouré d'une autre couverture composée de briques en uranium appauvri, dont vous avez ici un exemple. Toutes ces briques entouraient le cœur du réacteur et servaient à la fois de réflecteur de neutrons pour maximiser la réaction et en même temps permettaient de produire encore plus de plutonium en capturant les neutrons qui s'échappaient du cœur. Ici, nous nous trouvons dans une salle qui est assez unique, puisqu'en fait, nous sommes sous le cœur du réacteur, dans un espace blindé qui permettait aux opérateurs d'observer ce qui s'y passait à travers ces vitres plombées. Le réacteur avait cette particularité de pouvoir être contrôlé à la fois par des barres de contrôle comme les réacteurs traditionnels, mais aussi en modulant la position du réflecteur de neutrons qui était placé autour du cœur. En fait, ce réflecteur de neutrons, c'est la deuxième couverture plutonigène faite d'uranium-238 qui était placée, comme on l'a vu précédemment, autour du cœur. Et en fait, on peut rentrer dans la salle qui se situe sous le réacteur, dans lequel pouvait être inspectée cette deuxième couverture. Suivez-moi. Bien sûr, lors du fonctionnement du réacteur, cette deuxième couverture était elle aussi irradiée par le flux neutronique et une partie de l'uranium-238 se transformait en plutonium. Donc pour protéger les travailleurs, bien entendu, le tout était protégé séparé du reste de l'environnement plutôt par une belle épaisseur de béton et des vitres en verre plombé. Et en fait, toute cette machinerie, l'ensemble étant bien sûr composé d'uranium appauvri, il était extrêmement lourd. Et toute cette machinerie permettait en fait de le transporter depuis le dessous du réacteur jusqu'à cette pièce où ici, à distance, les travailleurs pouvaient échanger par exemple des briques composant ce réflecteur qui est aussi une deuxième couverture plutonigène. Comme tous les réacteurs surgénérateurs, EBR-1 n'utilisait pas de modérateur. Pour évacuer la chaleur du cœur, il fallait donc un fluide caloporteur transparent aux neutrons. La solution qui a été trouvée, c'est un mélange de sodium et de potassium. Et en fait, le réacteur, pour éviter le contact entre le sodium et l'eau, utilisait 3 circuits isolés les uns des autres. Derrière cette vitre, vous avez un aperçu en fait du cœur du réacteur et particulièrement du circuit primaire de métal liquide qui permettait son refroidissement. Derrière moi, vous avez le circuit secondaire
de sodium qui permettait de chauffer le circuit tertiaire où était générée la vapeur dans les tubes verticaux. Ici, vous voyez reconstituer 4 lampes électriques qui ne sont pas les originales, mais qui furent les premières à être alimentées en électricité d'origine nucléaire le 21 décembre 1951 par cette génératrice. Alors maintenant, nous allons suivre le parcours d'un crayon de combustible. Les crayons de combustible étaient d'abord stockés dans ce coffre-fort, car ils étaient remplis de pastilles d'uranium très fortement enrichies, traitées par l'US Navy, donc un matériau qui pourrait servir à faire des armes nucléaires. De ce coffre-fort, ils étaient ensuite placés à l'intérieur du cœur du réacteur. Là, ils étaient irradiés pendant la durée des expériences et une fois leur vie utile atteinte, ils étaient sortis du réacteur au moyen de cette structure, que je pointe, qui venait se placer au-dessus du réacteur. Le transfert des crayons était réalisé sous argon pour éviter tout contact entre le sodium du fluide caloporteur et l'oxygène de l'air. Grâce à cette bouteille blindée, les crayons de combustible étaient finalement déplacés vers une aire de stockage. Après une année passée dans leur sarcophage souterrain pour refroidir, les crayons de combustible étaient sortis et placés dans cette cellule pour être inspectés, puisqu'il s'agit d'un réacteur de recherche. Et l'inspection se faisait, en fait les manipulations se faisaient au moyen de ces bras articulés qui commandent le bras avec la pince que vous apercevez là-bas. Et pour protéger les travailleurs de l'intense radioactivité émise par les éléments de combustible usagés, eh bien, ils étaient isolés de l'intérieur de la cellule par ces 34 épaisseurs de verre plombé. Alors, on peut noter que le verre plombé, en fait, ne transmet pas très bien naturellement la lumière. Et en fait, entre chaque couche de verre, il y a un film d'huile minérale, parce que si on retire l'huile, voilà ce que ça donne. Ici, dans cette zone, en fait, il y a eu une perte, il y a eu une fuite, et donc l'huile, le niveau d'huile a diminué. Et vous voyez bien la différence entre les couches entre lesquelles il y a encore de l'huile et les couches entre lesquelles il n'y en a pas. Et en fait, l'huile est administrée à la base par cette petite boîte que vous voyez ici. Donc ces manipulateurs, en voici un exemple, et vous allez voir, ils permettent une très grande dextérité, même avec aucune expérience. C'est ainsi que nous achevons notre visite par une vue générale du bâtiment qui, comme vous le voyez, est situé en plein milieu de nulle part.